Paul, il a mis c'est ok. À vous, Rose et Gilles. Bon, eh bien, bonsoir alors, on va pouvoir commencer. Ben, on va essayer de commencer, mais on vous Allez, c'est salue parti. tous et toutes et vraiment très heureux d'être avec vous. Vraiment, je suis heureuse. Et heureusement que je ne vous vois pas tous parce que ça m'impressionnerait et ça activerait ma peur. Alors, donc le thème de la soirée, c'est peur et culpabilité, les vrais virus du mental, bien sûr, puisqu'on va vous parler de ça. Donc pour commencer, ce que l'on va faire, c'est de faire le parallèle entre ce qui se passe dans le collectif et ce qui se passe chez nous. Parce que ce qu'on voit de manière déformée et énorme dans le collectif, c'est exactement la même chose qui se passe en chacun d'entre nous. Et si on tire des analyses de ce que l'on voit dans le collectif, on va pouvoir comprendre comment nous on fonctionne et comment nous on peut changer, ce qui fera changer le collectif. Est-ce que tu peux parler un petit peu du programme jusqu'à la fin, ce qu'on va... Allez, vas-y. Donc, on va surtout développer la peur dans tous ses états, celle qu'on vit justement à l'intérieur, à l'extérieur, la culpabilité, comment on la vit dedans et dehors, et surtout avoir des clés. Et puis, quelque chose qui me plaît énormément, c'est comment ça se passe au niveau énergétique et en médecine symbolique, comment on les détecte, ce que les avantages, ce que ça donne comme point positif, parce que c'est aussi une énergie, et tout ce qui nous arrive, ça a des côtés positifs, et comment on peut traverser ça et s'en servir. Et donc normalement la conférence s'arrête à 22 heures. Je ne sais pas si on a droit au quart d'heure de plus, mais bon, c'est comme ça. Donc le collectif est un miroir de l'individu, et vous avez vu que dans le collectif actuellement, il y a beaucoup de peurs et de croyances qui circulent, énormément, et beaucoup de culpabilité. On entend beaucoup de messages culpabilisants, des gens qui s'envoient des accusations par les médias, par les réseaux sociaux. Et bon, le monde scientifique surtout, ça a été assez fort ces derniers temps. Moi, j'ai envie de dire quelque chose par rapport aux peurs et croyances. En fait, sur tous les réseaux, il n'y a que ça. Ou des croyances que tout va bien, on change, ou des peurs, tout va mal et c'est grave. En fait, c'est les deux mêmes facettes de quelque chose où on n'est pas stable. On essaie justement d'être dans un monde et de s'en sortir, où on n'arrive pas à être en paix, en fait. Là. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que bon, on voit ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Donc les peurs croyances, évidemment, derrière, il y a la peur de la mort. Alors vous savez tous que la mort n'existe pas, parce qu'en Occident, on oppose la vie et la mort, alors qu'en Inde, par exemple, on oppose la mort à la naissance. C'est-à-dire qu'il y a deux passages pour l'âme. Il y a l'incarnation et ce qu'on appelle la mort, c'est-à-dire la sortie du corps. Donc la peur de la mort, c'est à peu près la même chose que la peur de la naissance quand on est de l'autre côté. Mais ce sont des passages et ce n'est pas la fin de quelque chose. Mais bon, ça c'est une croyance aussi. Hein. Chacun. Et la peur de la mort, elle est surtout dans le royaume du mental et pas dans le royaume de l'âme. Là, quand on se met ici, au niveau du cœur, en méditation, en pause ou en ce moment dans notre intérieur, il n'y a pas ça. C'est quand on remonte en haut qu'on écoute toutes ces informations contradictoires, on pourrait devenir fou et cette peur de la mort arrive. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière la peur de la mort? Il y a la peur de ne pas exister. Alors la peur de ne pas exister, c'est un peu plus subtil. Nous, on travaille avec l'énéagramme et on sait qu'il y a 9 peurs de ne pas exister, 9 façons d'avoir peur de la mort et pas une. Alors il y en a une qui est biologique, qui est dirigée par l'instinctivo-moteur quand on se sent en danger de survie, mais psychologiquement, si on passe au niveau de la tête, au niveau de la tête, il y a 9 peurs de ne pas exister qui sont 9 types d'ego. Et donc on n'a pas tout à fait les mêmes peurs en fait. Par exemple, moi je n'ai pas peur du tout de manquer de manger. C'est pas trop mon truc. Mais il y a des gens qui auront peur de manquer de manger. Et alors ça c'est des peurs conscientes, mais il y a des peurs aussi qui sont liées à l'énéagramme qui sont inconscientes. Aujourd'hui on a fait un soin pour une Québécoise justement, et sa peur inconsciente c'est d'aller bien. Dès qu'elle commence à entrer dans la vie, quelque chose sabote et une angoisse énorme arrive et sabote son bien-être nouveau. C'est comme si à chaque fois qu'elle passait dans une nouvelle vie ou une nouvelle étape de sa vie, ce saboteur qui est lié à son énéatype entre en jeu. Alors qu'est-ce que ça induit ces peurs-là? En fait, qu'elles soient physiques comme la peur de la mort ou psychologiques comme la peur de ne pas exister,
ça va induire un sentiment de panique et un besoin de protection. Alors ça va être très intéressant parce qu'on va voir que derrière, nous autres individus, on va se faire manipuler par ce truc-là. Alors du côté de la culpabilité, qu'est-ce qu'on va retrouver? La culpabilité, c'est profondément, c'est le désir d'être innocent. C'est-à-dire qu'on veut tous être dans la lumière. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux en ce moment, il ne circule que des choses comme ça. La lumière est plus forte que les ténèbres, etc., etc. Un truc qu'on nous ressasse depuis des milliers d'années et qui est faux, puisqu'on voit bien que plus il y a des gens qui se mettent dans la lumière et plus l'ombre est forte. On pourrait dire que plus il y a de soleil, plus ça fait apparaître l'ombre. C'est vraiment les deux versants de la vie, ombre-lumière, bien mal. Donc ça, c'est un peu mon dada, la culpabilité, vous savez. Je dis qu'il faut tous accepter d'être coupables. Parce que le désir d'être innocent, ça va nous mener à quoi? Eh bien, par exemple, au besoin de trouver un coupable. Un bouc émissaire, ça s'appelle. Alors au début, le coupable, c'est le virus. Mais comme le virus ne peut pas se défendre, et puis qu'au contraire, il attaque, au bout d'un certain temps, on va chercher un autre coupable. Et donc, on va dire, c'est un laboratoire, c'est des politiques, ce sont des scientifiques. C'est le complot. C'est le complot, etc., etc. On va chercher des boucs émissaires et on va les désigner et on va commencer à taper dessus médiatiquement dans les réseaux sociaux, etc. Et bien sûr que cette culpabilité, elle va être alimentée par un truc psychologique aussi qui est le besoin d'avoir raison. Le mental adore ça. Moi, je le savais, je vous l'avais bien dit. D'ailleurs, il y a un professeur, un scientifique de Marseille qui en a parlé, il a dit tout le monde voudrait pouvoir prédire ce qui va se passer pour pouvoir dire après, je vous l'avais bien dit. Bon, c'est en fait être du bon côté, et dans la mythologie chrétienne, dans la judéo-chrétienne on va dire, être du bon côté, c'est du côté de Dieu, parce que de l'autre côté, c'est le diable. Donc voilà, on est tous un peu dans ce truc-là, et ça alimente une culpabilité. Alors, cette chose-là, elle va avoir des effets sur nous, notamment que on a un besoin de protection, comme on l'a dit, c'est-à-dire on va demander des protections, et un besoin d'être innocent, donc on va essayer de faire du bien, tout le monde essaye de faire du bien, ce qui est bien d'ailleurs. Être gentil, être au service, se sacrifier, enfin, c'est vraiment tout ça, hein, ce rayonnement. Ouais. Et ça entraîne la croyance que j'ai besoin d'une autorité supérieure et d'un sauveur. C'est la croyance des judéo-chrétiens, la croyance que, enfin de la culture dans laquelle on vit, c'est qu'on a besoin d'une autorité supérieure qui va être une sorte d'interface avec Dieu, parce que l'autorité supérieure suprême, c'est Dieu. Comme un papa en fait. Hein. Oui, comme un papa. Donc l'autorité supérieure, c'est le chef de l'État, c'est lui qui doit tout décider, alors que le pauvre, il est débordé, il n'est pas compétent en plus dans ce domaine-là. On voit plein de choses comme ça. On a besoin de l'autorité d'un scientifique, d'un expert. Alors vous voyez défiler plein d'experts qui racontent des choses et d'autres qui racontent le contraire. Mais surtout, ce qu'on aimerait avoir, c'est un sauveur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient puis qui... Arrête ça. Qui prend une baguette magique et puis qui fait, bon, c'est fini. Et cette façon de croire ou de voir les choses nous met dans une équation comme ça. Je suis une créature impuissante, c'est-à-dire si j'ai besoin d'une autorité supérieure ou d'un sauveur, c'est que moi je suis une victime et que je suis une créature, c'est-à-dire que je n'ai pas le pouvoir de changer les choses, de combattre ou de changer les choses. Et voilà, ça c'est l'équation dans laquelle le collectif nous met actuellement. Alors, heureusement, tout le monde n'est pas là-dedans, et le but de cette conférence, c'est d'aller plus loin, parce que vous savez que nous, on milite pour qu'on ne soit pas des créatures, mais pour qu'on accepte qu'on devienne des créateurs. On arrivera petit à petit, au fur et à mesure de la conférence, à vous montrer comment on peut passer de cet état d'esprit de créature à un état d'esprit de créateur. C'est le but. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, on va revenir à l'individu. Et pour comprendre que l'individu, il est composé, bon, on vous montre le schéma de l'énergétique chinoise qui montre un homme symbolique avec la tête ouverte vers le ciel. Donc c'est le rond là. Ouais, le ventre
et les pieds bien ancrés dans le sol, et au milieu la croix qui est symboliquement la croix du thorax, là, quand on étend les bras, ça fait une croix. Et dans notre tradition grecque, on va dire corps, âme et esprit. Alors notre trinité, elle fonctionne comment? Eh bien en fait, si on se rend compte, avant de voir le fonctionnement, on le verra après dans la prochaine diapo, mais avant d'aller plus loin, déjà il faut voir quelque chose. C'est que si nous sommes des créatures et que nous remettons notre pouvoir à quelque chose, à une autorité supérieure ou à des sauveurs, en fait ces autorités elles vont se manifester dans les 3 domaines. Et c'est intéressant parce que c'est pas souvent dit, à ma connaissance, moi je l'ai jamais trop vu. Au niveau, les 3 autorités qui vont prendre le rôle de protecteur et de juge, parce que les protecteurs c'est ceux qui nous protègent et les juges c'est ceux qui nous disent innocents ou coupables. Est-ce qu'ils vont prendre le rôle ou est-ce qu'on va leur donner? On va leur donner, bien sûr. Ouais. On va leur donner ce rôle-là parce qu'on va leur donner nos voix, tout simplement, hein, nos croyances. Dans l'esprit, ceux qui prennent cet effet-là de protecteur et de juge, ça va être les politiques, les économistes, les penseurs. On nous dit comment il faut penser, on nous dit quelle est la majorité des Français pensent ça, donc vous devez penser comme ça. Les statistiques. Les fameux sondages, les statistiques, ouais. Et les politiques vont bien sûr jouer à fond le rôle de protecteur et de juge. Là, j'ai pas la peine de plus développer ça parce que vous voyez ça tous les jours. Hein, mais au niveau de l'âme, ce sont les religions qui ont pris le rôle de protecteur et de juge parce qu'ils nous ont dit ce qu'il fallait faire le bien. Croire aussi. Et que croire. Ouais. Et les philosophes aussi nous ont dit aussi comment il fallait se comporter au niveau de l'être. Et donc les religions, les philosophies, etc. vont nous prendre ce rôle de protecteur et de juge et nous dire comment faire le bien et ne pas faire le mal, etc. etc. Tout ça au niveau de l'âme. Et au niveau du corps, il y a une 3e forme d'autorité qui prend le pouvoir et qui est très très puissante actuellement. Ce sont les scientifiques, les experts, les médecins qui vont nous dire qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'on doit faire avec notre corps. Et surtout, ils savent, ils sont censés savoir pourquoi on va mal, pourquoi on va bien, comment il faut faire pour aller bien, mal. Alors vous voyez, on rentre tout de suite dans cette notion de jugement du bien et du mal. Alors moi j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ces 3 niveaux. En fait, depuis quelques jours, dans les soins qui arrivent et qui sont maintenant à distance puisqu'on ne peut pas recevoir les personnes en direct, ça travaille beaucoup sur ces 3 niveaux et sur les croyances qu'on établit par rapport aux scientifiques, aux experts, aux médecins. Je crois ça en bas pour mon corps, je crois au niveau des religions pour mon âme, ou je crois au niveau des politiques et penseurs. Ça nous fait travailler sur ces croyances et sortir de ça, nettoyer ces croyances qui sont quelque chose, les croyances c'est quelque chose qui est mort ou enfermé. Est-ce qu'on en reparlera peut-être plus tard? Oui, on peut en reparler plus tard, mais c'est intéressant déjà d'aborder ça. Et puis, il y a une chose que vous devriez repérer tout de suite, c'est que par exemple, si on prend cette trinité-là, on a traversé la ville, tous les magasins sont fermés. Qu'est-ce qui est ouvert? Les magasins d'alimentation, certes, mais les bureaux de tabac sont ouverts. Ah, pourquoi les bureaux de tabac sont ouverts? Parce que ça pollue le corps. Pourquoi est-ce que les bureaux de tabac sont ouverts? Et si vous regardez, vous voyez que entre l'esprit, les politiques qui ont décidé ça, et les scientifiques qui disent le contraire, il y a déjà un désaccord. Donc ces 3 autorités ne sont pas d'accord entre elles. On va voir que chez nous, dans notre corps, c'est exactement la même chose. En tant qu'individu, nous n'avons pas les mêmes... notre tête n'est pas d'accord avec le corps. Oui. Le corps a des besoins et la tête dit non, tu feras autrement. La tête a des croyances, des certitudes, et ça nous décale. Et c'est très intéressant de prendre l'histoire de voir le miroir du confinement en disant tiens c'est bizarre, comment ça se fait que les bureaux de tabac ont le droit d'ouvrir parce que on a interdit tout ce qui n'était pas vital pour la société. Alors donc les bureaux de tabac c'est vital.
Non, c'est pas vital puisque ça... Vous voyez ça? Alors moi, j'ai rien contre les fumeurs, c'est juste un constat que le politique, la tête, prend des décisions qui ne sont pas en accord avec le corps. Ah oui. Bah ça, c'est toujours. Ça va être... Alors, question, comment a-t-on créé cela au fil du temps? Parce que nous, on se dit, si le collectif fonctionne comme ça, c'est parce que les individus, comme disait Rose tout à l'heure, fonctionnent comme ça. Voilà, on leur a donné notre voix et donc... Puis nos croyances, on croit en eux et on ne croit pas en nous parce qu'on ne le sait pas. Alors comment on a créé ça? Alors, on va revenir à l'individu pour comprendre le processus de l'incarnation et se rappeler que l'incarnation, c'est je pense, je dis, je fais. Et cette incarnation, elle va faire un processus qu'on appelle d'involution. En énergétique, c'est un vortex cosmique qui descend du ciel et voilà, je mets ma main, qui descend et qui vient s'incarner. Qui tourne en sens anti-horaire. Et ce processus va faire se matérialiser des informations qui sont issues de l'esprit. Et le je pense, je dis, je fais va se manifester comment? Eh bien, au niveau de je pense, il y a ce que je pense consciemment, et puis on sait par la psychanalyse qu'il y a aussi ce qui est inconscient. Et le conscient et l'inconscient vont quand même se manifester et apparaître dans l'incarnation. C'est-à-dire que vous savez tous que ce que vous avez derrière la tête, on pourrait dire comme ça, peut aussi se matérialiser. Parce que si il ne se matérialisait que ce que vous aimez, que ce que vous voulez par exemple, ça serait le paradis. On n'en est encore pas tout à fait là. Il se matérialise des choses, par exemple des échecs, des obstacles, que vous ne voulez pas, mais qui sont pourtant des choses que vous créez sans le savoir. Pourquoi? Parce que c'est inconscient. Voilà. Au niveau du verbe, on va rencontrer aussi la même dualité. Il y a je dis ce que je pense, et à ce moment-là, ça va. Si je dis ce que je pense, ça va aller. Mais aussi, je ne dis pas ce que je pense, c'est-à-dire je censure ou je maquille mon verbe. Et vous savez que, par exemple, ce que l'on voit tous les jours dans les médias, ce sont en général des gens qui ont une idée, mais qui disent autre chose. Bon, je vous passe aussi sur la politique, où ces gens-là, il y en a beaucoup, beaucoup dans les entreprises, dans les médias, etc. etc. Dans la langue de bois, c'est ça. Et il y a ce que je fais. Alors, je fais l'acte adapté, ou je fais n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui pensent, qui disent, mais qui font pas, ou qui font autre chose. Donc, vous voyez que ce n'est pas si simple de pouvoir incarner quelque chose consciemment, de clair, voilà, l'esprit clair, avec vraiment le verbe clair et l'acte adapté, ce n'est pas si évident que ça. Et nous vous invitons, comme tout le monde, à vraiment travailler sur cet aspect parce que effectivement, c'est la base du processus d'incarnation. On va revenir dessus parce que on va voir qu'après, avec le processus d'évolution, ça va tourner en boucle. Et ça va expliquer pourquoi on est dans des cercles vicieux ou dans des cercles vertueux. Le problème, c'est que tous ces trois niveaux-là, comme l'énergie cosmique descend à travers nous en permanence, elle descend nos pensées conscientes ou inconscientes en permanence dans l'incarnation et ça va s'incarner. Tout ce que je pense va s'incarner aussi, ou ce que je censure ou maquille va s'incarner aussi. Donc vous voyez, ce processus va manifester ce que vous avez envie réellement ou ce que vous avez envie inconsciemment. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment conscient de ce processus-là, parce que tous les effets que vous pouvez vivre tous les jours, dire mais pourquoi j'attire ça? Peut-être que derrière votre tête, il y avait un malin penseur qui vous faisait croire autre chose ou dire autre chose. Donc soyez vigilants à vos pensées, à vos paroles, pour que dans l'acte, vous soyez en accord et que ça se passe bien. Alors, deuxième processus, qui est un processus d'évolution tellurique, qui part du bas, et ce processus, il va se passer comme ça. Il y a tout d'abord ce que l'on expérimente.
Une expérience, c'est quoi? C'est une épreuve, c'est quelque chose que je vis. Je peux goûter des fraises et trouver que c'est bon, et je vais analyser, donc je vais avoir la croyance, je ressens que c'est bon, et du coup j'analyse et je m'éveille et je me dis tiens, les fraises c'est bon pour moi, et c'est issu de l'expérience que j'en ai fait. Mais on peut avoir un autre individu qui fait exactement la même expérience et qui va l'analyser différemment. Sauf que le mental intervient dans ces 3 niveaux. Très souvent, quand on est jeune, on expérimente des choses et la culpabilité censure. Donc ça nous coupe de l'expérience et de cette flèche évolutive qui remonte jusqu'à j'ai mis du sens et je peux m'éveiller. Vous voyez, ça peut rester bloqué longtemps dans la petite enfance jusqu'à ce que plus tard, on puisse accéder à je fais un travail sur moi, je prends les baguettes qui remontent le temps pour mettre une date et pour trouver mon expérience et là, ouvrir cette boîte et dire ah, c'était ça qu'il y avait dans l'expérience. Parce que l'expérience, c'est soit je l'accepte, soit je la refuse. Eh oui. Et c'est ce que Rose disait, Ah, oui, à oui. partir du moment où on dit non à quelque chose qu'on a vécu, eh bien effectivement le processus d'évolution s'arrête. On ne peut pas aller plus loin puisqu'on a dit non. Et effectivement, la première chose que l'enfant dit en arrivant sur Terre, c'est non. Ouais. On Alors, dit, ouais. toujours, il dit maman ou papa en premier, non. non, la première chose qu'il dit c'est non. Mange ta soupe, non. Mais en fait, quand on est petit, il est très souvent impossible de mettre du sens sur nos expériences. En plus, les parents peinent aussi à mettre du sens eux-mêmes, hein. Et le fait d'accepter l'expérience, bon ça va, je l'accepte comme ça, mais est-ce que j'ai mis du sens? Il faudra souvent refaire un retour. Moi, je voulais dire par rapport aux expériences, il y a une chose aussi importante, c'est les expériences des autres. Moi, très souvent, ce qui se passe dans le monde, les expériences comme les guerres dans les pays, les souffrances, j'ai dit longtemps, ce n'est pas possible. C'est pas possible que l'humain fasse ça, une expérience comme ça. Et pourtant, ça existe. Vous voyez, c'est accepter aussi à ce niveau-là ce qui se passe dans le monde, donc dans la globalité, comme quelque chose qui doit nous enseigner et pas quelque chose à mettre de côté parce que je rate l'expérience que ces humains sont en train de vivre pour le collectif. Donc il y a les expériences que l'on vit soi-même et les expériences que l'on voit dans les médias ou dans les informations. Actuellement, il y a des gens qui expérimentent le coronavirus, puis d'autres qui ne l'expérimentent pas. Nous, quand on n'a pas le virus, on expérimente la peur, la culpabilité, tout ça, ou le confinement, mais il y a des gens qui l'expérimentent dans leur corps. Et en fait, si on se branche un peu sur ces expériences-là, ce que tu veux dire, c'est qu'on en bénéficie quelque part. Tout le monde devrait être relié. Vous voyez, en ce moment, c'est une période où on devrait être tous reliés pour bénéficier complètement des expériences des soignants, des gens qui souffrent, qui ont peur, de ceux qui sont enfermés, confinés, pour que tout ça nous enrichisse au niveau de l'âme. Et pas que du mental, mais c'est vraiment d'âme à âme. Donc, il circule beaucoup de choses. Il ne faudrait pas mettre trop de peur dessus, mais plutôt une expérience enrichissante. Donc, la suite, eh bien, quand je ressens, c'est-à-dire quand ça me fait quelque chose au niveau du ressenti, on appelle ça, il y a le discernement. Et le discernement, c'est je vois le symbole ou alors je ne vois pas le sens. Par exemple, on peut vivre des épreuves quand on a 8 ans, on ne voit pas du tout le symbole parce qu'on n'a pas le mental développé pour ça. Et en plus, même à 40 ans, il y en a qui n'ont toujours pas ce mental-là. Et puis, je ne vois pas le sens. C'est-à-dire, j'ai vécu une situation où j'étais une victime impuissante et je serai toujours une victime impuissante. Mon père, ce jour-là, il m'a fait ça. Ma mère, elle m'a fait ça. Elle m'a dit ça. Et on reste bloqué et on radote sur ce truc-là. Et ça aussi, ça va bloquer l'évolution et la prise de conscience et donc l'éveil. Ouais, moi je dirais par rapport au symbole, on peut rester au fait, je remonte dans mon enfance et j'ai vécu ça, c'est la faute à mon père, ma mère, mes sœurs, etc., les circonstances. Le problème, c'est que le symbole, il est au niveau du cœur, donc de l'âme. Et il faut l'analyser au niveau de l'âme pour aller accéder au sens spirituel pour en sortir, pour prendre cet enseignement spirituel. Et ce n'est pas qu'un enseignement de bien-mal, on fait la guerre parce que l'un a raison et pas l'autre, c'est pas ça, c'est qu'est-ce que ça nous enseigne au niveau de l'âme, le symbole. Alors vous savez que nous, on est les fondateurs de la médecine symbolique, parce que pour nous, toute pathologie, tout problème que l'on rencontre est porteur d'un symbole,
et c'est ce symbole qui éveille la conscience, et c'est par le symbole que l'on peut dialoguer avec l'invisible, et pas autrement. Bon, mais on en reparlera un peu. Ouais. Et le symbole, c'est la manière, justement, le langage de l'âme. Voilà. Le symbole, c'est le langage de l'âme, c'est le manifester. L'âme manifeste sa problématique en s'incarnant et en donnant un symbole. Et donc, il suffirait d'aller voir ce symbole pour remonter le fil du temps et aller trouver le sens. Qu'est-ce que dit mon âme ? Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau, à ce moment-là, au niveau de l'esprit? C'est, je peux remettre en cause mes croyances. Si par exemple, j'avais la croyance que j'étais timide, et un jour j'expérimente que je peux parler en public. J'accepte cette expérience, je vois le symbole, oui, effectivement, je peux parler, ça remet en cause mes croyances, c'est-à-dire que je peux changer ce qu'il y a dans ma tête. À l'inverse, il y a des gens qui vont refuser de bouger intellectuellement, qui vont rester accrochés à leurs croyances, et ces gens-là, ils en arrivent même à dénier, à dire non, le fait ne s'est pas passé. Pour être sûr que leurs croyances ne bougent pas, ils vont dire non, l'expérience n'a pas existé. Et c'est terrible, mais le mental est capable de faire ça, de dire non, non, cette expérience-là n'a jamais existé. Parce que derrière, c'est plus fort que la peur de la mort. J'ai adhéré à une croyance quand j'étais jeune, je me suis collée à ça, on dit j'adhère à, ou je n'y crois pas, mais ça veut dire adhérer, c'est-à-dire coller. Et si je crois à quelque chose et qu'on me montre le contraire, c'est plus possible. Quelque part, un jeu en moi n'existe plus. Donc c'est impossible, ce jeu va mourir. Comment faire donc? Certaines personnes préfèrent momentanément dire non, et puis peut-être que le chemin va se faire. Peut-être que ce qu'on dit ce soir, pour certains d'entre vous, c'est nouveau, et peut-être que vos croyances, ça va les chambouler aussi. Mais le temps, c'est entré en vous, et un jour ou l'autre, ça fera son chemin. En tout cas, ça montre une chose, c'est que l'individu, comme l'humanité du coup, l'individu va évoluer dans des expériences et des épreuves. Et vous savez, il y a des proverbes comme le voyage forme la jeunesse, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui part à l'aventure et qui va affronter des épreuves va évoluer forcément. Et quelqu'un qui vit cloîtré chez lui et qui n'expérimente rien ne va pas évoluer. Et en fait, au niveau du collectif, c'est la même chose. Actuellement, ce qui se passe avec le coronavirus, c'est une expérience. Et cette expérience, elle est en train de booster les consciences, parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de remettre en cause, qui voient le symbole d'abord, que ça représente, puisque ça faisait quand même 10 ans qu'on nous disait qu'en 2020, si on n'avait pas inversé la tendance du réchauffement climatique, on était mal, hein, pour pas dire de gros mots. Et les groupes de scientifiques qui disaient ça, depuis 2012 au moins, ils nous ressassent toujours cette date de 2020. Et nous, on avait dit l'année dernière, il va se passer quelque chose en 2020, puisque ça fait, dans le conscient collectif, on a fixé cette date comme échéance. Et qu'est-ce qui arrive? Quelque chose d'imprévu, bien sûr, de nouveau, c'est toujours nouveau ce qui arrive. Et cette expérience qui arrive est en train d'arrêter tout le système. Et donc il y a des gens qui disent « Oh tiens, c'est plutôt quelque chose qui se passe en douceur ». Parce qu'on aurait pu craindre un effondrement complet du système, voire des choses plus dramatiques encore. Alors finalement, quand on voit ce symbole, on peut se dire « Tiens, je peux remettre en cause mes croyances et je peux évoluer en conscience ». C'est-à-dire, effectivement, je vais changer mes façons de faire, ma façon de penser, parce que j'ai pris conscience que la vie était plus importante, que l'être était plus important qu'aller au travail, que courir après l'argent, etc., etc. Il y a plein de consciences comme ça qui sont en train de changer. Et grâce à quoi? Grâce à l'expérience collective.